Avant que cette vidéo débute, je voulais vous rappeler que la boutique est encore ouverte, elle ferme d'ici quelques jours, donc c'est le dernier moment pour pouvoir acheter par exemple ce pull. Moi le visuel est dans le dos, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, la carte, les deux t-shirts bien sûr. Sinon vous pouvez aussi toujours me soutenir sur Tipeee, et si jamais je fais ça, c'est pas par plaisir, c'est surtout que ce genre de sujet, comme ce que vous allez le voir, ou des vidéos un peu de ce style, nécessitent un financement de la part de la communauté, et quitte à financer la communauté, autant se faire plaisir avec un produit qu'on n'aura nulle part ailleurs. Je vous embête vraiment pas plus longtemps, le plus court c'est le mieux, sur ce, bon visionnage. En France, beaucoup ont oublié depuis un moment déjà tous les débats qui ont pu exister autour de l'apartheid. À une époque, évidemment, c'était incontournable. Avant les années 1990, l'Afrique du Sud était tristement célèbre pour son régime de ségrégation. Comme c'est actuellement le cas pour ce qui se passe en Israël à Gaza, l'Occident avait le cul entre deux chaises et s'est retrouvé contraint, sous la pression de l'opinion publique, à prendre quelques mesures symboliques de boycott. L'essentiel de ces mouvements de contestation sont individuels ou institutionnels, sans jamais que l'on trouve de grandes mesures politiques ou gouvernementales. Le Royaume-Uni s'oppose même carrément aux sanctions économiques discutées à l'ONU. Alors des décisions, il a fini par en avoir, mais les principales mesures internationales coercitives interviennent très tard, peu avant la chute du régime en 1991. Plusieurs événements ont pourtant choqué à l'époque. Le massacre de Sharpeville en 1960, conduisant à 91 décès et 238 blessés, ou encore les manifestations de Soweto en 1977, dont la répression fit 79 morts et 178 blessés, poussant par la même occasion, d'ailleurs, 28 pays africains à boycotter les Jeux Olympiques de Montréal se déroulant le mois suivant pour dénoncer la présence de l'Afrique du Sud aux Jeux Paralympiques. En effet, si l'Afrique du Sud est exclue des JO depuis 1964, elle ne l'est pas des Jeux Paralympiques. Plusieurs pays dénoncent aussi les liens des pays du Commonwealth, dont le Canada organisateur fait partie, avec l'Afrique du Sud, notamment sur le plan sportif. L'Afrique du Sud et l'apartheid, c'était un sujet probablement aussi présent que celui du conflit israélo-palestinien aujourd'hui, avec des enjeux et des logiques qui ont quand même quelques coïncidences, et donc on traitait timidement, mais parfois, de cela dans la culture populaire. Qui se souvient ici que Les Méchants de l'Arme Fatale 2, super film, Je ne pense pas que vous vouliez vraiment aller en Afrique du Sud. Et pourquoi? c'était des Afrikaners blancs. Parce que vous êtes noir? Quoi qu'il en soit, ce régime a pris fin en 1991, d'où Mandela qui sort de prison, qui devient président, etc., etc. Ça, normalement, vous avez à peu près. Et depuis, on a un peu lâché le dossier. Mais le dossier, il revient sur la table par Elon Musk et par Donald Trump, régulièrement. Depuis l'année dernière, comme une rengaine. Car selon Elon Musk, les Blancs seraient victimes en Afrique du Sud d'un génocide. Il a même organisé aux États-Unis des rencontres de ces victimes, des victimes du dit génocide. Donald Trump, quant à lui, vient d'annoncer sa volonté de réduire à nouveau le nombre d'immigrants rentrant sur le sol américain. Il dit vouloir n'en faire rentrer que 7500, un chiffre qui semble ridiculement bas. Pour comparer, Joe Biden, pour sa dernière année, ciblait 125 000 admissions, et c'était déjà en deçà des besoins de l'économie américaine. Ces 7500 places, a-t-il annoncé en octobre 2025, seraient ainsi majoritairement réservées aux Blancs d'Afrique du Sud, à qui il compte bien attribuer le statut de réfugié politique, ce qu'il a par ailleurs déjà fait pour certains, bien que les critères aient été loin d'être remplis. Donc le sujet des Blancs, des Afrikaners, de l'Afrique du Sud revient, et force est de constater que tout le monde mélange un peu tout. Parce que par exemple, la question de la culture afrikaans et du peuple blanc d'Afrique du Sud est un amalgame particulièrement présent chez Elon Musk, et si on en critique beaucoup le discours, on ne remet pas particulièrement en cause cet aspect, alors qu'il est, pour le coup, symptomatique d'une vision très apartheid de la question, et pas nécessairement très proche de la réalité. Je vais essayer de vous résumer tout ça, car c'est assez complexe. Avant de commencer, reprenons les bases. L'Afrique du Sud, c'est ce pays. Un pays multilingue et multiculturel, né de l'agrégation de plusieurs territoires par les Britanniques pour en constituer une colonie autonome en 1910, qui prend son indépendance en 1961. L'Afrique du Sud est donc connue pour son régime de ségrégation ayant eu cours de 1948 à 1991, que l'on associe souvent aux Blancs, aux Afrikaners, à la langue afrikaans. L'afrikaans, c'est une langue germanique, dérivée et proche du néerlandais et de ses dialectes. Elle est propre à l'Afrique du Sud, et c'en est même la troisième langue la plus parlée après le zoulou et le xhosa. Et oui, l'anglais ne figure pas dans le trio de tête. En Afrique du Sud, presque une personne sur 7, 13,5% de la population, a pour langue maternelle l'afrikaans. C'est la langue majoritaire dans la moitié ouest du pays, et elle déborde même un peu sur la Namibie, qui a un temps été une colonie de l'Afrique du Sud. Cette langue se fait reconnaître après le début de la domination britannique en 1815, puisque l'anglais s'impose dans la colonie, mais les descendants des colons néerlandais s'y opposent. Ils cherchent donc à entrer en résistance, et celle-ci passe par la revendication d'une culture propre et différente, avec sa propre langue. Et on y trouve entre autres les racines du nationalisme blanc qui prend le pouvoir dans les années 1940. En Europe, l'image qu'on a de la langue afrikaans est indissociable de ce mouvement politique qui donnera l'apartheid, mais la réalité du terrain est beaucoup plus complexe. Si les Blancs ont lentement revendiqué cet héritage linguistique comme le leur, tous ne le parlaient pas, alors que dans le même temps, la langue afrikaans était aussi, et peut-être même surtout, parlée par des non-blancs. Et pour comprendre tout cela, retournons à l'origine de la colonisation européenne.
L'Afrique du Sud est découverte en 1488, puis colonisée par les Néerlandais durant les années 1650. Le premier établissement colonial est fondé sur la péninsule du Cap de Bonne-Espérance, une zone relativement vide, visitée par quelques centaines de nomades khoi-khoi, sur lesquels les Européens comptent pour faire du commerce et donc obtenir de la nourriture. À l'époque, les premiers à faire le grand voyage sont des paysans néerlandais qui s'engagent à rester au moins 20 ans dans la colonie, contre des avantages fiscaux et monétaires. Ces territoires attirent néanmoins d'autres nationalités, des Allemands, proches culturellement et linguistiquement, et surtout des Français de confession protestante qui fuient à partir de 1685 la France de Louis XIV, où ils ne sont plus les bienvenus. Durant les années 1690, c'est un quart des colons européens qui ne sont alors pas d'origine néerlandaise, et dans ce quart, 2/3 sont des Français. Rapidement, et ce malgré leurs origines différentes, le néerlandais s'impose comme la langue de communication entre les colons. Cette langue est aussi imposée logiquement aux esclaves qui sont importés d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique de l'Est. Puisque l'Afrique du Sud est un territoire difficile. En dehors du Cap, le climat est semi-aride sinon carrément désertique, on n'y trouve pas grand monde pour y exploiter la terre ou y travailler au champ, ces travailleurs doivent donc être importés, et ils le sont donc d'autres régions de l'Afrique, mais aussi d'autres colonies en dehors de l'Afrique continentale comme Madagascar, l'Indonésie ou l'Inde. Et il se trouve que ces arrivées viennent remédier à un autre problème structurel. Les colons européens sont, pour la plupart, des hommes. C'est donc au sein de la population d'esclaves, que ce soit par mariage, par concubinage ou par d'autres manières que je ne vais pas décrire ici, mais que vous devinez très bien, que les colons européens se reproduisent. 20 ans après le début de la colonisation, on constate alors que 3/4 des enfants dont la mère était ou avait été esclave ont un père européen. Parallèlement à cela, les Européens réussissent à nouer des contacts avec les khoi-khoi, avec lesquels ils collaborent régulièrement. Les Européens en connaissent l'existence d'avant la colonisation. Ils étaient déjà une étape pour de nombreux navires européens, principalement portugais, lors du passage vers l'océan Indien. L'histoire entre les khoi-khoi et les Européens est compliquée. Elle est caractérisée par du commerce, par des guerres ou des épidémies, selon les clans, les territoires et les nations européennes impliquées. Dans la nouvelle colonie du Cap, fondée par les Néerlandais, l'expansion pousse de nombreux khoi-khoi à migrer vers le nord. Lorsqu'ils décident néanmoins de rester sur leur terre, ils deviennent interprètes, domestiques ou travailleurs agricoles. Ils se métissent avec les Européens ou les esclaves, et ils adoptent le christianisme et la langue néerlandaise. Cette population prendra le nom de Griqua en 1813, du nom d'une tribu nommée Gurri-Gika, dont certains étaient issus à l'origine. Dès le début de l'histoire de la colonisation sud-africaine, donc, apparaît une population métissée de langue néerlandaise, dont les origines ethniques sont très diverses. Et c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle le néerlandais est devenu l'Afrikaans. Cela ne fait aujourd'hui aucun doute si le néerlandais localement parlé au Cap devient si différent dès le début du XVIIIe siècle, jusqu'à constituer une nouvelle langue à part entière aujourd'hui, c'est précisément parce qu'une masse critique de ses premiers locuteurs africains n'avait pas du tout le néerlandais comme langue maternelle. Le développement de la langue afrikaans doit beaucoup à l'influence des esclaves et des khoi-khoi qui, en apprenant cette langue, font des erreurs. Et de ces erreurs naissent la régularité, en chassant les exceptions, et la simplification d'un certain nombre de traits grammaticaux sur lesquels je reviendrai plus loin dans la vidéo. Les Européens, notamment les Français, jouent aussi leur rôle dans cette évolution linguistique. Comme ce néerlandais imparfait était alors celui des petits paysans, de leurs esclaves, et des populations noires locales qui, bien qu'elles étaient libres, avaient un statut social inférieur aux colons blancs, elle a aussitôt fait l'objet d'un rejet de la part des élites bourgeoises et aristocratiques, pour une langue jugée inférieure, décadente, abâtardie, incorrecte, incivilisée. Et puis, l'Angleterre arrive. La Grande-Bretagne occupe le Cap à plusieurs reprises dès 1795, avant d'annexer la colonie en 1815. Dès lors, aussitôt, les Britanniques envoient des colons en cherchant à agrandir leur territoire sur les Zoulous. Leur arrivée pousse aussi les anciens colons européens de langue afrikaans à la fuite vers le nord-ouest, où ils fondent de nouvelles colonies. Ils se retrouvent isolés, sans accès à la mer, mais disposent cependant de terres plus fertiles. On les appelle les boers, d'un mot néerlandais signifiant paysans. Ils fondent notamment le Natal ou Natalia, l'État libre d'Orange et le Transvaal. Certaines autres, plus petites, sont fondées par les Griqua, c'est-à-dire les métis d'origine khoi-khoi mais ayant adopté la langue néerlandaise, devenue à ce stade l'Afrikaans, et la religion chrétienne. C'est le Griqaland et Philippolis notamment. Cependant, 80% des colons de langue néerlandaise ne participent pas à cet exode, et ils restent dans la partie occidentale d'Afrique du Sud, où l'anglais s'impose dans l'administration. Cet événement a deux incidences. La première, c'est une plus faible pression du néerlandais des Pays-Bas. La bonne et la haute langue est désormais coupée de l'ancienne colonie. La seconde, c'est que le néerlandais local, ce néerlandais africain impur et insolite, devient un symbole de résistance à l'administration britannique. Tout au long du 19e siècle, alors, l'Afrikaans se franchit plusieurs étapes vers sa reconnaissance comme langue à part entière, indépendant du néerlandais standard qui reste néanmoins
utilisée, et ce notamment dans le domaine religieux. Une étape importante, et bien qu'elle n'ait l'air de rien, c'est l'adoption de l'afrikaans comme langue d'instruction dans les écoles musulmanes de la communauté malaise. Ainsi, dès 1815, l'afrikaans est utilisé et enseigné, avec comme système d'écriture celui de l'arabe, pour comprendre et pour étudier le Coran. En effet, la plupart des populations de confession musulmane, dont beaucoup étaient originaires d'Inde et d'Asie, adoptent l'afrikaans comme langue véhiculaire durant cette même période et l'institutionnalisent avant les autres. L'afrikaans en alphabet latin apparaît quant à lui à l'écrit dans les journaux et dans les textes politiques au cours des années 1850. Le premier livre est publié en 1861, le premier journal en langue afrikaans exclusivement apparaît en 1876, mais à cette époque, cette langue est encore considérée par la bourgeoisie du Cap comme une langue de paysans, ceux-là même qui sont partis vivre au loin dans les terres sauvages. Et pour beaucoup, c'est surtout une langue de domestiques, une langue de non-blancs, une langue de ceux-là même qui les servent au quotidien. Selon la logique de la bourgeoisie du Cap à l'époque, les vrais blancs parlent quant à eux le vrai néerlandais, celui des Pays-Bas, ou alors l'anglais de la capitale, l'anglais de Londres, mais certainement pas cette variété abâtardie, décadente, apportée par les paysans de Flandre ou de je sais pas d'où, et hybridée avec machin et trucs. Alors ça, n'en parlons même pas. Et alors là, vous vous dites, comment est-ce qu'on est passé de cette image, de ce statut, à précisément le contraire en moins d'un siècle? Les Britanniques et les colons de langue néerlandaise s'entendent assez mal, et ce dès le début. Chez les Blancs, il existe notamment une grosse conflictualité entre la bourgeoisie urbaine, plutôt anglo-saxonne, et les paysans, plutôt, sinon exclusivement afrikaners. L'imposition de l'anglais comme langue officielle et l'abolition de l'esclavage sans compensation financière font partie des gros points de litige. Ajoutez à cela que les Britanniques poursuivent les colons ayant fui pour fonder de nouvelles républiques en vue notamment de les annexer, et vous avez à peu près une idée globale de leurs relations tumultueuses. Après avoir annexé le Natal en 1843, la Grande-Bretagne reconnaît officiellement en 1854 l'existence des autres États fondés par les migrants afrikaners. On les appelle alors les républiques bourgs. Cette cohabitation pacifique ne dure pas, puisqu'en 1871, la Grande-Bretagne apprend l'existence de mines de diamants dans le Griqualand, alors revendiquées par ces mêmes républiques bourgs. Le conflit politique reprend, et pour y mettre fin, les Britanniques décident en 1877 de prendre la ville de Pretoria et d'annexer le Transvaal. C'est la première guerre des bourgs. Un mouvement de résistance se met en place, gagne quelques batailles et proclame l'indépendance. Un armistice est signé en 1881, le Transvaal est définitivement annexé, mais une très large autonomie lui est alors accordée. Dès lors, les Britanniques peuvent s'y installer et venir y participer à la ruée vers l'or et vers le diamant. Très rapidement, les bourgs deviennent minoritaires au Transvaal et la nouvelle majorité britannique tente de renverser le gouvernement bourg. Après de nombreuses péripéties politiques, quelques faits divers qui aggravent les relations entre les bourgs du Transvaal et l'autorité britannique, la guerre éclate à nouveau en 1899. Les bourgs envahissent les colonies du Cap et du Natal directement administrées par les Britanniques, et bien que le rapport de force leur devient rapidement défavorable, en continuant à résister sous forme de guérilla, ils provoquent une réaction disproportionnée des Britanniques. Ces derniers adoptent la stratégie de la terre brûlée, ils détruisent 30 000 fermes et une quarantaine de villes-bourgs, 120 000 d'entre eux, soit un quart de leur population, est placé en camp de concentration, et avec eux, 120 000 noirs et métis de langue afrikaans. Un quart des bourgs et 1/8 de ces prisonniers mourront dans ces camps de faim et de maladie. En 1902, la population des républiques bourgs est soit en situation de famine, soit emprisonnée, soit sans abri, soit sous occupation britannique. La guerre se termine alors par le traité de Vereeniging, soit littéralement le traité de réunification, conduisant à la création de l'Union d'Afrique du Sud en 1910. Conformément au traité, le néerlandais et l'anglais deviennent des langues co-officielles. Donc, comme vous le voyez, parler des Blancs en Afrique du Sud, jusqu'au début du XXe siècle en tout cas, ça ne va pas de soi. Il n'y a pas les Blancs, il y a les Anglo-Saxons et les Afrikaners. Et ils se font la guerre. Et ces Afrikaners, ils partagent une grosse partie de leur culture, notamment leur langue et leur religion, avec des populations métissées, et ce depuis un moment déjà. Dans cette nouvelle union sud-africaine, ce passé guerrier, logiquement, est très mal vécu et même assez structurant de la vie politique, dominé par des Blancs, certes, mais des Blancs qui s'opposent selon un critère linguistique et historique. La bourgeoisie blanche est plutôt anglophone, récemment arrivée et disposant du pouvoir économique et politique. Le prolétariat blanc, lui, est arrivé avant, il vient de se taper les camps, la famine, et il parle afrikaans. La stratégie du gouvernement, elle va être simple et ça va donc être la suivante. Il faut fédérer les populations blanches derrière les mêmes intérêts, en gommant leurs différences de statut par différentes lois qui leur sont favorables, aux dépens des populations noires, mais aussi, plus à la marge, aux dépens des métis du Cap.
les blancs anglophones cherchant malgré tout à imposer l'anglais dans un certain nombre d'établissements scolaires aux dépens de l'Afrikaans, la création d'une solidarité blanche ne prend pas très bien. La défense de la langue devient plus que jamais un enjeu identitaire pour tous les locuteurs blancs de cette langue, qu'ils soient du Cap, du Transvaal ou d'ailleurs, et c'est ce qu'on appelle à partir de ce moment-là les Afrikaners. Les Afrikaners cherchent alors, en s'organisant en parti indépendantiste, à mettre fin à la domination britannique en Afrique du Sud. La Première Guerre mondiale, qui oblige les Sud-Africains à partir se battre en Europe contre l'Allemagne, n'aide en rien. Les Afrikaners sont pour beaucoup contre cette mobilisation et certains se rallient même à la cause allemande, ces cousins germaniques d'Europe qui n'ont rien demandé, etc., etc. Pour calmer les Afrikaners, dont beaucoup sont déclassés et en proie au chômage, le gouvernement libéral-conservateur met en place ses premières lois raciales et indigènes dans les années 10, afin de réserver une partie des emplois miniers aux Blancs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire industrielle et minière de l'Afrique du Sud et des anciens États qui composent l'Union en 1910, même s'il faudrait, c'est vrai, le faire pour bien comprendre. Mais en gros, comme partout dans les colonies britanniques, la division du travail obéissait aussi à une division raciale à l'origine. Les Blancs prenaient les emplois qualifiés, et les emplois non qualifiés, eux, étaient réservés aux Noirs et aux Métis. Les lois de 1910 obéissaient à cette logique, et privaient les populations noires d'un certain nombre de droits pour les inciter fortement à prendre ces emplois disqualifiés et mal rémunérés. Cependant, la main-d'œuvre nécessaire était si importante que ça ne suffisait pas, loin de là. De nombreux migrants chinois et de nombreux Afrikaners, pauvres, sans biens ni moyens, au sortir de la guerre des bourgs, ont rejoint le contingent des travailleurs. En parallèle, les ouvriers non qualifiés ont gagné en qualification, et beaucoup n'étaient pas blancs. Mais les blancs qui avaient les postes qualifiés, eux, ils avaient peur d'être remplacés, surtout parce qu'ils coûtaient pas mal plus cher, en fait. Les sociétés minières connaissant une période de récession dans les années 20, sous la pression de la bourgeoisie, le gouvernement change sa politique pour sauver la bonne croissance et la bonne rentabilité du secteur minier. Ils rendent alors possible l'embauche des Noirs dans les mines au quart du salaire d'un blanc. Les mineurs afrikaners, coûtant plus cher à même niveau de qualification en vertu des lois raciales, sont donc confrontés au licenciement et au chômage de masse. Accusant le gouvernement et les grands groupes miniers de dumping racial, d'être mis en concurrence avec une main-d'œuvre bien meilleur marché, ils se révoltent. Les Afrikaners rentrent en grève et s'ils sont soutenus par le Parti communiste et par des syndicats anglophones, pas toujours pour servir les mêmes objectifs, leur grève est réprimée par la police dans le sang. À cette époque, le prolétariat afrikaner minier est une véritable locomotive des mouvements socialistes, communistes, bolcheviques d'Afrique du Sud. Pour contrer la montée des idéologies radicales de gauche, le gouvernement va cibler un autre parti, le Parti national, pour qui la question n'est pas salariale, mais pour qui la question est surtout raciale. Bon, que ce soit dit, les communistes et les socialistes d'Afrique du Sud, dans les années 20, ne sont pas au clair sur les questions de la ségrégation. Et si certains veulent abolir les lois raciales, beaucoup se taisent pour ne pas perdre l'électorat blanc raciste. Faut quand même garder ça en vue. Jan Smuts, lui-même général bourg, tête du gouvernement, va donc se rapprocher des capitalistes, des sociétés minières et des nationalistes pour endiguer la montée de la gauche portée par le prolétariat afrikaner. La révolte du Rand, une grève où ces derniers arborent le drapeau rouge, est réprimée par les tirs de la police, menant à une véritable insurrection. Ayant peur d'une révolte communiste, Smuts déclare la loi martiale et réprime le mouvement social dans la violence. Le gouvernement de Jan Smuts, cherchant à calmer ce prolétariat blanc, offre en parallèle de nouveaux cadeaux aux afrikaners aux dépens des populations noires et métisses dès 1923 pour chercher à séduire cet électorat. Suite à cet épisode, le gouvernement libéral-conservateur s'effondre et en 1924, grâce aux métis afrikaners, la gauche gagne les élections. C'est à ce moment, sous le gouvernement Herzog, que l'Afrikaans est reconnu comme langue officielle à la place du néerlandais. L'administration devient bilingue dans la fonction publique, des quotas de colons anglophones sont adoptés pour réduire l'immigration de langue anglaise dans les zones de langue afrikaans, le gouvernement Herzog augmente aussi de 60% le budget de l'éducation consacré aux métis, il mène une politique de scolarisation des enfants de couleur, il leur permet la création de pensions de retraite et il leur prévoit une équité entre les blancs et les autres populations dans les emplois de travaux publics. En 1931, Herzog obtient même le droit de vote des femmes. Mais en 1932, la crise économique frappe fort. Smuts, l'ancien premier ministre sanguinaire, et Herzog, le nouveau premier ministre socialiste, décident alors de s'allier. Le climat politique est donc celui-ci. On a une haine profonde entre une grande partie de la population blanche de langue afrikaans et la population blanche anglophone et ou pro-britannique, et tout ça c'est hérité des conflits militaires, sur fond de lutte des classes, et dans un monde où la population noire autochtone sert de soupape pour le gouvernement, qui déshabille Jacques pour habiller Paul, suivi d'une parenthèse socialiste qui promet beaucoup de population métissée, mais qui, pour se maintenir au pouvoir, décide de s'allier avec les anciens ennemis politiques, parce que c'est la politique, quoi. La nouvelle alliance vise, une fois n'est pas coutume, à fédérer à nouveau un même peuple blanc unifié. D'où son nom, le Parti uni. Ce nouvel attelage, considéré comme modéré, antifasciste
et anticommuniste vise à conduire une politique raisonnable, une politique de statu quo considérée comme fondée sur un esprit de tolérance. Opposé à l'apartheid, le parti uni considère par contre que la minorité blanche doit rester maître du jeu et des institutions, et limite donc les droits des populations noires pour se donner ses garanties, mais de manière neutre et apolitique. Très important. Parti de la bourgeoisie urbaine anglophone, dont le périmètre s'est étendu depuis les années 20, notamment une partie des Afrikaners, qui ont vu leur niveau de vie augmenter sous le gouvernement Herzog, il est celui qui retire aux Noirs et aux Métis du Cap le droit de vote et d'émargement sur les mêmes listes que les Blancs en 1936, un droit qu'ils avaient pourtant acquis en 1853, et il leur limite le droit de propriété, le tout pour chercher à réduire l'immigration dans les territoires à majorité blanche. Pendant ce temps-là, pas mal d'Afrikaners sont déçus par cette politique, ils développent un racisme exacerbé vis-à-vis des Noirs qu'ils voient comme des concurrents et comme une menace démographique. Ils nous volent notre travail, tout ça. Et qu'est-ce que ça donne quand ça arrive au pouvoir, ça ? Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Parti uni, convaincu de gagner, perd d'une courte tête face au Parti Afrikaner qui s'est allié au Parti national, un parti isolationniste et fascistes. Obsédés par leur survie et par leur peur de disparaître, les dirigeants de cette alliance mettent alors en place, sur le modèle américain des réserves indiennes, le régime de l'apartheid. Au départ, le gouvernement de Daniel-François Malan ne s'intéresse pas tant à la question raciale qui est selon lui secondaire, et qui se réglera toute seule dès lors que les problèmes du prolétariat blanc de langue africaine seront traités. Mais sous l'impulsion du ministère de la Justice, la tournure que prend cette nouvelle orientation politique s'axe principalement, et paradoxalement, sur la question raciale. La mixité génétique et raciale est interdite en 1949, et la sexualité interraciale en 1950. L'idée, c'est alors de freiner le processus d'urbanisation et d'occidentalisation des populations noires autochtones en les cantonnant à des régions nommées Bantoustan. En séparant strictement les populations noires et blanches, les Afrikaners pensent empêcher un soulèvement autochtone qui les conduirait à devoir fuir ou périr, avec leur langue, avec leur héritage, avec leur culture. Dans l'Afrique du Sud blanche, les Afrikaners représentent alors 60% de la population totale. Dans cet espace qui devient désormais le leur, ils promeuvent leur langue en revendiquant l'héritage, la défense, la littérature. Néanmoins, dans leur idéal raciste et nationaliste, ils excluent de ce patrimoine les métis qui, comme nous l'avons déjà évoqué, adoptent et parlent cette langue pour certains dès les tout débuts de la colonisation, et donc depuis des siècles, et alors même qu'ils avaient, par endroits, des droits similaires à ceux des Blancs. Par ailleurs, il est quand même important de comprendre un truc, dans le logiciel sud-africain, les populations blanches, ça inclut aussi celles issues du Maghreb et du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, et ça inclut aussi les Juifs, pour des raisons géographiques. Les Taïwanais, les Sud-Coréens et les Japonais avaient le statut de Blancs honoraires, qui donnait les mêmes droits, là aussi pour des raisons diplomatiques. Donc les Blancs, en Afrique du Sud, c'est aussi les Arabes, c'est aussi les Asiatiques, globalement, et c'est aussi les Juifs. Je le note quand même ici, parce qu'il y a une période de l'histoire où en Europe, c'est quand même pas la même. Petite précision, mais qui semble néanmoins importante, personne ne voit les mêmes couleurs, les mêmes races ou les mêmes communautés selon les époques, selon les régions ou selon les enjeux politiques. Donc si je parle des Noirs et des Métis depuis tout à l'heure, et que je parle pas des Asiatiques et des musulmans, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, logiquement, la seule population qui voit son niveau de vie croître durant l'apartheid, c'est la population asiatique, qui passe d'un revenu similaire à celui des Métis en 1960 à 2,5 fois ce revenu en 1990. La politique d'apartheid est aussi menée en rupture avec le Royaume-Uni afin d'obtenir l'indépendance pleine et totale. Le régime est sinon caractérisé par un anticommunisme farouche, le Parti communiste sud-africain étant même interdit, et caractérisé aussi par un durcissement au fil des années de la politique raciale. Entre les années 54 à 58, le droit de vote aux populations non blanches est supprimé pour les scrutins communs. On crée des ghettos pour les métis, pour les noirs et les indiens en dehors des villes. Toute cette politique extrait les pauvres blancs, c'est leur nom, de leurs conditions économiques, puisqu'ils viennent à constituer désormais l'essentiel de la classe moyenne blanche dans les années 70. Avec leur ascension sociale, la langue afrikaans a gagné en prestige et en respectabilité en devenant une langue défendue et utilisée par la nouvelle bourgeoisie, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas au début du siècle. Elle est même imposée en 1976 dans toutes les écoles non blanches, et les Afrikaners défendront, paradoxalement, une idée de langue pure et haute en contraste avec celle de la rue, parlée dans les townships par les noirs et par les métis. Langue du prolétariat, que la bourgeoisie combattait il y a encore peu, elle devient la langue de la bourgeoisie désormais, de la nouvelle bourgeoisie. Cette nouvelle bourgeoisie qui critique à son tour le dévoiement de cette langue, son abattardisation par des ruraux, par les racisés. Classico, comme d'hab, voilà. Dès lors que cette survie culturelle est garantie, selon le régime lui-même, et que les pressions internationales sur le régime sud-africain se font de plus en plus sentir, une part des Afrikaners commence à réclamer une ouverture sur la majorité noire du pays. On voit alors émerger chez les Afrikaners blancs notamment une contestation de l'apartheid, notamment lorsqu'ils ciblent la population métisse et noire de langue afrikaans. Sentant arriver à un point de rupture, parce qu'ils sont quand même pas cons, le pouvoir politique met fin au régime de l'apartheid en 1992 à la suite de négociations entre le pouvoir afrikaner,
le Parti national et le Congrès national africain. Voilà, en gros, pour l'histoire récente et très résumée de l'Afrique du Sud, pour bien comprendre la différence entre les anglo-africains ou les anglo-sud-africains, les deux termes existent, les afrikaners, l'afrikaans, et le reste, et tout le tralala. Aujourd'hui, donc, l'afrikaans, c'est l'une des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud, et elle est profondément, en termes d'image, associée à l'apartheid et au régime raciste, mais la réalité démographique est pourtant la suivante. Si 58% de la population blanche parle afrikaans comme langue maternelle, ce taux monte à 76% pour les métis. Il y a dans les faits 2 fois plus de métis que de blancs de langue maternelle afrikaans. Plus précisément, si on regarde la distribution des locuteurs de cette langue sur le plan communautaire, on observe alors que sur les 8 millions de Sud-Africains ayant l'afrikaans comme langue maternelle, 7,5% sont noirs, 32,5% sont blancs et 60% sont métis. Ceci est essentiellement dû à l'héritage, les métis de langue néerlandaise ayant participé à la création et à l'identité linguistique de l'afrikaans dès le début, sont presque, depuis l'origine de la colonie du Cap, plus nombreux que les Blancs. Leur rôle a été ignoré, cet héritage leur a longtemps été caché, tabou, interdit dans le discours public, mais les faits sont là. L'afrikaans est une langue métissée, nourrie des apports africains, indiens et indonésiens, et c'était déjà le cas lorsque les Blancs en revendiquaient l'usage et la légitimité vis-à-vis du néerlandais, tout en faisant un pilier de leur identité européenne. Pour cette raison, de nombreux métis et noirs de langue afrikaans se cherchent à réclamer cet héritage caché, à dé-européaniser l'image de leur langue, c'est dur à dire, et à rappeler leur rôle dans la construction de cet idiome. L'afrikaans a quand même quelques particularités vachement intéressantes. Tout d'abord, comme je le disais plus tôt, toutes les formes irrégulières ont été régularisées dans la grammaire, si bien que tous les verbes sont réguliers et tous les temps simples, comme le prétérit, ont disparu au profit des temps composés, comme le perfect. Ainsi, le néerlandais ik help, ou ik heb geholpen, devient tout simplement ik het gehelpt. Si les néerlandais comprennent l'afrikaans, les locuteurs de l'afrikaans, eux, ont vraiment du mal avec le néerlandais, à cause de tous les changements de paradigme irréguliers qui ont totalement disparu. L'afrikaans, on le connaît surtout pour sa double négation originale. Formé avec ni, hérité du dialecte de la Zélande, il faut obligatoirement répéter les 2 mots pour former pleinement un énoncé négatif. Ik praat niet Engels niet, je ne parle pas anglais, en néerlandais on aura plutôt ik spreek geen Engels. En dehors de la sphère européenne, les influences lexicales se sont opérées différemment. De nombreux emprunts de l'anglais n'existent pas, comme computer, girafe ou appartement, utilisés en néerlandais, auxquels l'afrikaans préfère des néologismes internes comme reknar, kamelpeert ou woonstil. L'orthographe est d'ailleurs perçue comme datée par les néerlandais, l'utilisation du K, mais jamais du C, comme en allemand, pas de IJ, mais un Y à la place, comme en néerlandais d'autrefois, ça fait dater. Quoi qu'il en soit, l'image de la langue de l'apartheid perdure encore, et la conséquence notable, c'est que la population noire préfère plutôt se tourner vers l'anglais que l'afrikaans lorsqu'elle doit apprendre une seconde langue. 95% des écoles à majorité noire privilégient ainsi l'anglais, et ce, bien que l'anglais ait pourtant aussi été une langue coloniale imposée, y compris par la force, dans la région, et que le pouvoir britannique ait quand même aussi conquis le Zululand par la guerre et par le sang, et bien que les anglo-sud-africains se soient eux aussi très largement investis dans les lois racistes et indigénistes. Quoi qu'il en soit, la langue afrikaans se recule dans toutes les régions depuis la fin de l'apartheid, essentiellement au profit de l'anglais, qui est désormais la langue de 21% des métis. Et l'une des raisons, c'est vrai, c'est l'émigration de la population blanche. S'il n'y a pas de génocide, il y a quand même un véritable phénomène migratoire des Blancs d'Afrique du Sud. 1 million de Blancs ont quitté l'Afrique du Sud entre 1995 et 2005, et leur population est passée de 16,4% en 1977 à peu près 7% aujourd'hui. Et en à peu près un siècle, la part de la population blanche a été divisée par 2, puisqu'on était quand même à 21% au sortir de la guerre. Et cette explication, sur le plan linguistique en tout cas, elle ne suffit pas. L'autre explication, évidemment, c'est la montée de l'anglais. Même si l'afrikaans demeure la langue la plus parlée et comprise de la moitié ouest du pays, notamment dans la capitale, la plupart des marques nationales ont adopté des noms anglais, la plupart des médias nationaux ont aussi choisi cette langue aux dépens de l'afrikaans, mais aussi aux dépens de toutes les autres langues. L'immigration, qui reste donc plus importante que l'émigration, se fait surtout en provenance d'autres pays africains ayant l'anglais comme langue officielle. L'afrikaans n'est alors certes pas menacé, il reste en position confortable, mais l'anglais grignote, sur lui comme sur les autres, toujours plus d'espace. À mesure que le temps passe, cette langue est de moins en moins parlée par des blancs, en proportion du reste de la population, et est de plus en plus parlée par les métis qui en revendiquent donc de plus en plus l'héritage. Pour revenir sur l'exode des blancs, il faut quand même noter une chose, il se trouve que les blancs ont tendance à revenir en Afrique du Sud.
Comme je le disais au départ, et même si l'apartheid a voulu gommer ces différences et unifier la race blanche d'Afrique du Sud, en quelque sorte, eh bien il y a toujours aujourd'hui deux groupes de blancs d'Afrique du Sud. Il y a un tiers d'anglo-sud-africains et il y a 2 tiers d'afrikaners. Et justement, ceux qui rentrent au pays, eh bien ce sont les afrikaners. Et si leur population a pu connaître une baisse impressionnante au début des années 90, elle est désormais relativement stable et immigre moins que la population anglo-sud-africaine. Pourtant, les afrikaners sont plus pauvres, plus en proie au chômage et plus victimes de discrimination en Afrique du Sud que les blancs anglo-sud-africains. Rappelons néanmoins que, au global, la population blanche continue en moyenne de toujours mieux s'en sortir que la population noire et métisse. L'Afrique du Sud a néanmoins, comme ici en France, un véritable problème de répartition des richesses. Les 10% les plus riches possèdent plus de 3/4 de l'économie d'Afrique du Sud, et 65 000 personnes possèdent à elles seules 1/4 de l'économie. Si la population afrikaner a connu un déclassement assez raide, et un retour à la pauvreté dont elle avait été plus épargnée sous l'apartheid qu'avant la Seconde Guerre mondiale, même si ça va, et si une partie de la population noire a vu son niveau de vie grimper en flèche et est désormais bien dotée, la classe ultra-riche de l'apartheid, blanche et surtout anglophone, compose toujours aujourd'hui la classe ultra-riche d'Afrique du Sud. Et l'ANC, le parti de Mandela, a préféré avoir une économie ultra-libérale plutôt qu'une économie redistributive ou dirigiste. Autant dire que ça n'a pas, du coup, remis en cause grand-chose au fond structurellement, quoi, voilà. Par ailleurs, on n'en parle pas, mais on pourrait, parce que c'est lié, 40% de la population sud-africaine vit sous le seuil de pauvreté, et l'émigration concerne donc aussi la population noire et métisse, pour qui la première destination demeure l'Australie. Aujourd'hui, loin des débats à la Trump ou aux médiatisations à la Musk, il convient de rétablir quelques vérités. Non, il n'y a pas de génocide. L'émigration ne concerne pas toute la population blanche. Et la plupart des Sud-Africains blancs aujourd'hui, qu'ils soient anglo ou afrikaners, s'identifient désormais avant tout comme sud-africains. Et en même temps, c'est attendu, présent pour certains depuis 4 siècles sur ce territoire, l'Europe ou les États-Unis, même si c'est majoritairement blanc, ça suffit pas. Ce sont des territoires où la culture et le climat peuvent être très différents, et la langue surtout, quand même. Alors, je n'ai volontairement pas parlé des autres langues d'Afrique du Sud, parce que je me réserve pas une, mais 2 vidéos sur le sujet, donc j'ai préféré décomposer. Et cette vidéo, elle est surtout pensée un peu pour contrer une partie du discours qu'on peut entendre sur ce sujet-là aux États-Unis en ce moment, notamment dans l'administration Trump, par Elon Musk, etc. Elle n'est pas parfaite, je sais qu'elle sera probablement clivante, mais bon, j'espère en tout cas qu'elle aura permis de comprendre certaines choses. On se retrouve donc pour la prochaine, notamment pour ces vidéos-là. N'hésitez pas à me faire des retours. Sur ce, ciao. Ciao. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est fait. Ça c'est bon, ça c'est fait.